Villefrançois, bonjour. Bonjour. Les génies des mers que vous avez signés chez Flammarion parlent de multitudes d'animaux incroyables aux talents les plus extraordinaires. On pense à la méduse qui rajeunit, par exemple, mais vous parlez de ces êtres primitifs. Alors, je ne sais pas si la méduse est considérée comme un être primitif, mais vous parlez des éponges, par exemple. Mais c'est fascinant, les éponges. Vous pouvez nous parler de leur immeuble en verre? Les éponges, c'est la forme la plus basique des animaux. C'est vraiment un amas de cellules à peine organisées et qui vit ensemble et qui forme un organisme, mais c'est le tout début des organismes, quoi. Il n'y a pas comme nous, de système nerveux, de système digestif, d'organisation interne complexe, etc. Donc c'est en gros parmi les premiers animaux à être apparus sur Terre, ou plus précisément dans l'eau, parce que la vie est apparue et s'est développée dans l'eau pendant très longtemps avant de coloniser un peu la Terre. Donc c'est presque notre ancêtre? On peut dire en tout cas que ça ressemble à nos ancêtres. D'accord. Mais il faut pas oublier que, parce que l'expression animaux primitifs ou fossiles vivants, scientifiquement, elle est un peu erronée dans la mesure où la vie est apparue il y a entre 3 et 4 milliards d'années, et ensuite elle n'a cessé d'évoluer. Donc tout animal ou plante ou autre être vivant qui vit aujourd'hui a eu le même temps d'évolution que nous. On descend du même ancêtre au départ. Donc on n'est pas plus primitif que l'éponge. C'est juste que l'éponge a gardé une forme primitive. Un peu comme les gens qui gardent leur nom de famille depuis très longtemps. Mais ils n'ont pas une famille plus ancienne que les autres. C'est juste qu'ils ont gardé certains traits qu'ils ont hérités pendant plus longtemps, sans que ça change. Et l'éponge nous rappelle donc ces formes d'origine, mais les éponges d'aujourd'hui sont extrêmement évoluées et aussi incroyables que des êtres vivants comme vous et moi. Et un exemple, c'est l'éponge de verre qui vit dans les grandes profondeurs, qui va construire un squelette en verre. Donc même si c'est un animal sans aucune organisation, sans aucune intelligence, aucun système nerveux, eh bien il va être capable de produire du verre encore plus pur et optiquement beaucoup plus intéressant que les verres de nos meilleurs verriers. Mais mieux que ça, il va le produire à basse température, dans les abysses, et pas du tout avec des hauts fourneaux et une débauche d'énergie comme nous quand on veut construire du verre. Parce que quand on veut fabriquer du verre, nous on a besoin de le chauffer énormément, donc de beaucoup d'énergie. L'éponge va le faire avec très peu d'énergie, donc une sobriété incroyable pour un verre extrêmement pur qui va servir à concentrer la lumière à l'intérieur de cet animal qui vit très profond, donc avec très peu de lumière, et qui va pouvoir élever des algues comme ça grâce à la lumière concentrée, qui va servir de structure extrêmement solide, et ça inspire des architectes et des designers de gratte-ciel, parce que l'agencement des poutres de verre de cet animal, il est extrêmement solide. Donc une éponge très simple, très primitive, mais qui arrive à faire des résultats extrêmement évolués. Ah, en plus, c'est un verre qui est souple. Vous dites qu'il est très solide, mais il est souple. Et vous dites que l'éponge, elle peut vivre quasiment 11 000 ans? Oui, même plus que ça, cette éponge-là, elle vit, on en a mesuré, parce qu'il suffit de faire une coupe de ce verre, ça fait des anneaux un peu comme les troncs d'arbres. Donc on arrive comme ça assez facilement, enfin c'est de la science de pointe, mais on arrive assez précisément à savoir l'âge qu'elles ont. Et on en a retrouvé qu'il y avait jusqu'à 17 000 ans. Donc il faut se dire que c'est des individus, des êtres vivants qui sont nés à l'époque de la grotte de Lascaux. C'est assez incroyable de se dire ça. Ouais. Alors dans les autres animaux primitifs, enfin si on peut dire, j'aime pas beaucoup ce terme, c'est un peu péjoratif, mais bon, les vers plats aussi, a priori, ça intéresse pas grand monde. C'est incroyable ce que vous racontez sur les vers plats. Alors les vers, c'est tout un univers du vivant. Parce que la forme ver, c'est super pratique dans la nature en fait. Un ver, ça peut ramper hors de l'eau, sous l'eau, ça peut nager, ça peut faire plein de choses. Et ça demande pas beaucoup d'énergie à concevoir. Tandis que nous, avec des pattes, des poils, etc., ça demande de l'énergie. Donc on occupe des niches un peu spécifiques dans le monde, mais on n'a pas colonisé tous les milieux. Les vers, si. Oui, vous expliquez que le fait d'être plat, ça leur permet en fait d'éviter plein de choses. Le ver plat, voilà. En plus, il est plat, donc il a besoin quasiment de rien, parce que du fait qu'il est plat, il a une grande surface, donc il capte l'oxygène simplement du fait de la surface. L'oxygène qui diffuse à travers sa surface lui suffit. Il a une grande surface et pas beaucoup de matière, donc ça lui suffit pour respirer. Il n'a pas de poumon. La nourriture, pareil, il a une sorte de tube digestif, mais avec une seule entrée qui sert aussi de sortie,
et il n'a pas besoin de grand chose pour vivre. Donc c'est un embranchement d'animaux, les vers plats, qui du fait qu'ils soient plats comme ça et très simples, arrivent à coloniser plein de milieux et à développer d'autres adaptations incroyables. Les vers plats, si vous le coupez en deux, il y en a 2 qui repoussent. Et si vous le coupez en 200, il y en a 200 qui repoussent. Et qui ont la mémoire du ver d'origine, nous a expliqué. Ça, c'est une expérience qui a été faite, c'est même assez effrayant. On a coupé un ver plat en plein de morceaux. Il y avait qu'un morceau qui correspondait à la tête. Hein. Mais même les morceaux qui correspondaient à la queue, à n'importe quel bout du ver plat, lorsqu'ils sont grandis à nouveau et que ça a fait un nouveau ver, un nouvel individu, eh bien, il avait gardé la même mémoire que l'individu du départ. Donc on avait entraîné l'individu au départ à trouver de la nourriture dans un labyrinthe. Les individus issus des petits morceaux arrivaient aussi à trouver la nourriture dans un labyrinthe. Donc on ne sait pas bien où se délocalise leur mémoire, mais c'est assez incroyable. Alors, dernière petite chose dont j'aimerais que vous nous parliez pour les vers, parce que j'ai adoré la lutte des vers hermaphrodites pour savoir qui sera le père, qui sera la mère. J'ai trouvé ça excellent. Oui, parce que ces vers plats, comment ils se reproduisent? Eh bien, ils ont tous une sorte de pénis qui est plutôt une sorte d'aiguille. Enfin, les espèces de vers plats qui vivent dans les récifs coralliens, ils ont ça. Et ils sont à la fois mâles et femelles, mais ils ont leurs organes reproducteurs répartis dans tout le corps. Et donc, quand 2 vers qui sont à la fois mâles et femelles se rencontrent, comment vont-ils décider lequel sera le mâle et lequel sera la femelle? Eh bien, ils vont faire un duel avec leur pénis, un duel d'aiguilles comme ça, comme à l'épée. Et le premier qui pique son adversaire lui injecte les spermatozoïdes. Et donc l'adversaire sera la mère et le gagnant sera le père. Oui, parce que lui, une fois que c'est fait, il s'en va vers d'autres aventures, alors que la mère, elle se tape le boulot. Voilà, ça. Malheureusement, c'est pas très féministe, mais chez les vers plats aussi, c'est plus compliqué d'être la femelle qui va porter les œufs, les petits, etc. Il y a encore du boulot chez les vers plats. Exactement. Ils ont encore des efforts à faire. Pour l'instant, c'est le gagnant du duel qui gagne le droit d'être le mâle. C'est un peu plus juste que chez nous où c'est déterminé sans qu'on choisisse. Et surtout en termes de sélection naturelle, c'est avantageux parce que du coup, le plus fort va donner ses gènes à plein d'autres. C'est vrai que c'est bien fait. C'est pas mal. Merci.